Nous allons maintenant voir les conséquences de la peste sur la société. Conséquences démographiques par nombre de décès dans chaque zone. La peste est une des conséquences majeures de l'effondrement démographique du XIVe siècle en Europe. En effet, la population européenne est divisée par deux entre 1300 et 1400. Mais la peste n'est pas la seule responsable de cet égard considérable. La population, à la fin du XIIIe siècle, était en voie de stagnation, voire d'un léger déclin. Or, la peste, lors de sa première attaque, entre 1346 et 1353, fit 25 millions de morts en Europe, soit un tiers de la population européenne actuelle, et bien plus en Asie. On constate donc une mortalité de masse, et seules quelques régions européennes furent épargnées, comme la Bohême ou l'Hongrie. Mais elle ne s'arrête pas là. En effet, la peste réapparut périodiquement à intervalles de 10 ou 15 ans durant tout le siècle. On note des récurrences de la maladie les années suivantes. Le premier retour est presque aussi destructeur que la peste originaire. Il arrive en 1360 et est vraiment destructeur car il touche principalement les enfants qui sont également les conséquences démographiques importantes car ils sont considérés comme les responsables de l'avenir. Puis, les différents retours de la maladie durant les années 1360 à 1363, puis 1369 à 1371, ensuite 1374 à 1375 et enfin 1390 et 1400 furent moins meurtriers au fil du temps car l'organisme humain s'accoutumait à se défendre contre la maladie. Avec le cas de l'Angleterre qui effectue des études statistiques, on voit bien que le taux de mortalité décroît régulièrement au cours du XIVe siècle. Ces récurrences suscitèrent certes la peur permanente parmi les habitants, mais ont également permis, par le grand nombre de morts, à la société de se libérer de la famine en enlevant en effet tout problème de surpeuplement. Elles empêchèrent néanmoins une reprise démographique de la population européenne. La peste n'est pas à l'origine de la décroissance démographique comme nous avons pu le voir, mais elle est responsable d'une mortalité de masse qui fit cet écart si considérable. Il faudra attendre encore un siècle avant que la population européenne retrouve sa population d'avant la peste. Cette décroissance démographique eut des répercussions économiques. En effet, la mortalité associée à la peur de la contagion et donc à la fuite des habitants entraînèrent une pénurie de la main-d'œuvre importante. De plus, l'espérance de vie n'améliore pas les choses. En effet, elle diminue et passe de 35-40 ans aux meilleures périodes du XIIIe siècle à seulement 20 ans au cours de la deuxième moitié du XIVe siècle. De plus, la population n'étant plus proportionnée à la surface de terre cultivée, la concurrence entre les travailleurs est moindre. Par conséquent, tout niveau de vie augmente et les salaires s'apprécient aussi bien dans les villes que dans les campagnes. En effet, l'épidémie a un rôle économique primordial dans l'histoire de la fin du Moyen Âge. En premier lieu, elle a provoqué une crise de la main-d'œuvre dont ont beaucoup souffert les artisans et les propriétaires de terres qui dominaient la production artisanale. Cette crise a provoqué un rude désordre dans les salaires, auxquels les souverains ont essayé d'atténuer par les édits enjoignant de ramener les gages à leur niveau d'avant la peste. L'augmentation des frais d'embauche, jointe à la diminution du nombre de candidats pour repeupler les exploitations progressivement désertées à cause de la maladie, a porté un coup très rude à la seigneurie rurale et a hâté sa décomposition. En effet, les populations contemporaines laissent pourrir leurs récoltes agricoles en désertant les lieux ou en étant souffrants, et cela va offrir plus de place pour élever les moutons qui serviront de textile et de viande. On peut dire que la mort de masse entraîne une libération des terres céréalières. Malgré tout, les seigneurs tentent de limiter cette catastrophe. En temps d'épidémie, ils essaient de limiter les départs, et lorsqu'elle repart, ils font revenir les populations parties, ainsi que de nouveaux venus qui viendraient tenter leur chance sur ces terres. Pour rendre leurs terres plus attractives, ils diminuent les redevances, souvent en diminuant le taux du champard.
C'est le droit qu'avait le seigneur de prélever une partie des récoltes. Cette politique a une certaine efficacité à court terme, dans les temps de reprise que sont les périodes d'accalmie. Néanmoins, elle ampute les seigneuries d'une partie de leurs revenus. La chute démographique et la hausse des salaires touchent durement le pouvoir seigneurial et la rentabilité des domaines. De ce fait, le travail devient considérablement plus cher à partir de 1348. A l'inverse, la faible rentabilité de la terre du fait des hauts salaires réduit sa valeur et il devient plus intéressant d'améliorer la productivité d'un travailleur que d'en engager un second. La peste favorise donc une hausse du capital au travail. Cette hausse de capital est intéressante à plusieurs titres. D'un point de vue social, tout d'abord, elle améliore la productivité en même temps que les conditions de travail des paysans. Mais aussi, dans les villes, cette hausse de l'investissement se traduit par l'acquisition de machines et d'outils plus efficaces pour les artisans. Le paysan du XIVe siècle doit à la peste une amélioration globale à sa condition. La hausse des salaires permet une amélioration des conditions de travail et une augmentation de la productivité. Mais surtout, cette hausse du capital vient soutenir le progrès technique. La hausse des salaires accroît l'utilisation des machines et les initiatives qui visent à les rendre plus efficaces. Il s'agit là d'une conséquence majeure de la peste sur le plan social, là où la surpopulation a mené une concurrence rude entre les gens du petit peuple pour pouvoir se nourrir. La chute démographique déplace cette relation de concurrence vers les seigneurs qui entrent en rivalité devant la nécessité d'attirer les travailleurs et les paysans. La hausse des salaires que cette situation induit remet en cause un certain nombre d'acquis de la domination seigneuriale. La peste a aussi de nombreuses répercussions dans le domaine social. Tout d'abord, en fonction du rang social. En effet, certains pseudo-prophètes qui canalisent les peurs de la population en proie à la panique et donc dociles, en profitaient pour diriger la colère du peuple contre les riches, alors que le rang social n'avait que très peu d'importance, car la peste frappait tous ceux qui se trouvaient sur son chemin. Mais les riches pouvaient être considérés comme avantagés, car ayant des moyens financiers bien plus importants, ils pouvaient fuir, et cela de manière plus sûre en envoyant par exemple des éclaireurs avant un voyage afin de limiter les risques de contagion. De plus, ils possédaient les conditions de vie plus aisées et donc une meilleure hygiène. Ils étaient donc moins sujets à la maladie. On remarque aussi des différences d'intensité de la peste en fonction des milieux d'habitation. Les villes constituent des regroupements plus ou moins importants de population. Elles sont donc plus touchées que les campagnes et l'on assiste à un exode rural progressif. Les villes sont donc désertées et abandonnées. Certaines font même office de cimetière. On y trouve des cadavres barricadés ou encore des fosses communes où les morts sont brûlés à cause du manque de tombes dû au nombre conséquent de décès. Il y a par conséquent un délitement social, on perd le compte du nombre de morts. Malgré des villages résistants, on note un grand nombre des villages ayant jusqu'à être rayés de la carte lorsque la maladie est parvenue à leurs portes. On en compte plus de 2000 en France. De plus, les structures familiales sont ébranlées et les liens filiaux défavorisés. Par exemple, les fils meurent avant les pères, l'âge ayant peu d'importance face à la maladie, ce qui entraîna la disparition de familles entières. Néanmoins, le nombre très élevé de décès entraîna une augmentation du nombre de naissances et de mariages, ces deux événements étant réalisés plus jeunes au cours de la vie de l'habitant, dans le but de compenser le déficit démographique et de reconstruire les structures familiales. Enfin, on considère une augmentation du banditisme due à la fuite de certaines populations pauvres qui en plus propagèrent le germe de la peste durant leur voyage. Aussi serait-il important de citer quelques personnalités connues du Moyen Âge touchées par cette maladie destructrice. Par exemple, Alphonse XI, roi de Castille, voulant prendre le contrôle de Gibraltar, a été frappé en 1350 par la peste. Ou encore la reine Jeanne II de Navarre, morte par ce fléau en 1349. Nombreuses sont les célébrités touchées par ce fléau. Cela montre que les riches ne sont finalement pas à l'abri, l'hygiène n'étant pas assez développée. La peste a permis à la religion de s'intensifier dans le quotidien de la société par les prophètes qui faisaient régner la peur de la colère de Dieu et rendaient les populations plus dociles et croyantes afin d'assister à leurs auditoires.
Pour eux, la maladie représente la conséquence du péché collectif, et les esprits des fidèles sont donc focalisés sur le jugement dernier sous l'ère du pape Grégoire le Grand, pape de la peste. Il y eut, comme évoqué précédemment, une augmentation des pratiques religieuses, dont un pèlerinage meurtrier reste dans les mémoires, celui d'1 million de fidèles vers Rome en 1350, où la moitié décédèrent. Il y a aussi un accroissement des tensions religieuses, notamment contre les Juifs, principaux accusés, qui furent victimes de pogroms par la suite et longuement maltraités. Mais la peste impacta et surtout influença le domaine de l'art à l'époque. Effectivement, la mort devint un thème omniprésent dans les œuvres. On compte un grand nombre de danses macabres, où figurent des squelettes et des cadavres faisant référence au pouvoir de la mort. De plus, la peste eut aussi une influence sur les mentalités. En effet, les populations des continents touchés redoutent désormais deux choses en particulier: Satan et la peste, à cause de l'incompréhension et d'un commun accord sur les causes de cette maladie dévastatrice. On note aussi des inaugurations efficaces, notamment dans le domaine de la médecine. Les autorités mettent en place des quarantaines, comme à Milan où les premiers infectés furent murés chez eux. La ville fut par conséquent moins touchée. Il y eut une plus nette préoccupation de l'hygiène. On peut citer aussi le cas de Venise, où après l'épidémie, la ville inaugura un service qui avait pour mission de nettoyer les rues. En France, il fut de même dans les rues afin d'éviter les risques de l'épidémie sous le roi Jean de Lebon. La peste a de grosses conséquences politiques, économiques et sociales, ce qui entraîne une prise de conscience au niveau de l'hygiène notamment. L'Europe en sort d'une certaine manière plus forte, mais certes moins peuplée.